Comment devenir un monstre en informatique? Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes ou plusieurs étudiants qui souhaitent faire de l'informatique leur métier et se dire j'aimerais bien être bon, me développer et avoir un job qui me plaît dans ce domaine, ou même peut-être devenir le futur Steve Jobs. Alors il faut comprendre une chose, déjà les gros entrepreneurs aujourd'hui qui ont développé des grosses boîtes, ce sont pas forcément des informaticiens, mais peut-être aussi des commerciaux ou même des scientifiques de d'autres horizons. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par l'informatique pour devenir le futur Steve Jobs ou le futur millionnaire qui va développer son logiciel, son outil pour devenir en fait un chef d'entreprise épanoui. Aujourd'hui, il va falloir comprendre que les métiers de l'informatique sont multiples, divers, variés, mais que surtout, ils reposent sur un socle qui est commun, c'est la science. La science de l'informatique est une science qui repose sur des mathématiques, sur une connaissance de la donnée et sur une connaissance avant tout aussi des bases scientifiques dans chacun des domaines qui existent. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez devoir travailler en informatique, quel que soit le domaine, vous allez devoir travailler dans différents groupes, dans différents secteurs qui touchent forcément donc à des milieux scientifiques divers et variés. Donc la première chose que nous allons voir dans cette vidéo, c'est justement comment choisir son métier lorsqu'on veut être un informaticien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ça, je vais essayer de développer un peu et étayer les différents métiers et quels sont les secrets aujourd'hui pour justement se développer dans ce secteur. Et à la fin des vidéos, je vous prépare une petite surprise. Je suis Guillaume Saez, chercheur en mathématiques, data scientist, et je vais vous présenter l'une des facettes de mon métier et ce que j'en fais aujourd'hui. Alors avant de commencer, quels sont les différents métiers qui existent en informatique? Alors il faut comprendre qu'en informatique, il y a plein de secteurs d'activité. Vous pouvez aller à la cybersécurité, vous pouvez aller au développement, vous pouvez aller à la data science, et vous pouvez aller encore même dans d'autres domaines de l'informatique qui sont plutôt hardware, ou même des domaines qui sont un peu plus deep, ou création logicielle, ou même création de site web, etc. Donc les métiers de l'informatique, c'est un éventail qu'il faut comprendre qui est très large et qui des fois, on peut s'y perdre. Moi j'ai décidé de faire des études de mathématiques plutôt que me concentrer sur des études d'informatique, mais il faut comprendre qu'il est totalement possible aujourd'hui de devenir un data scientist en faisant des études d'informatique. C'est juste qu'au cours de votre master, de vos dernières années d'études, vous allez devoir vous pencher en tout cas sur de lourdes connaissances mathématiques à rattraper pour devenir un data scientist. Il est aussi possible même de devenir machine learning engineer, de devenir data engineer, d'avoir des métiers liés à la data sans forcément avoir un gros background mathématique. Aujourd'hui, la data nous entoure de partout. Vous avez internet, vous avez bien sûr les réseaux sociaux que vous connaissez bien qui absorbent vos données, mais vous avez aussi tout ce qui est autour de vous, c'est-à-dire votre pharmacienne, vous avez votre entourage, mais tout ça avec qui vous partagez de la donnée sans vous en rendre compte. Quand vous utilisez votre carte vitale, vous partagez de la donnée. Quand vous payez par carte bleue, vous partagez de la donnée. Aujourd'hui, on est entouré de données et c'est pour ça que les métiers de l'informatique se sont beaucoup développés à partir des années de 2005 à peu près autour de la data. C'est pour ça qu'on a appelé ça à un moment même la big data, parce qu'on avait une grosse quantité de données qu'on voulait exploiter et que des data scientists, donc en tout cas des ingénieurs informaticiens spécialisés en mathématiques, ont décidé d'exploiter pour créer donc tout un domaine du machine learning qui s'est développé depuis en fait des années avant, mais qui s'est bien développé depuis qu'on a exploité cette donnée pour en faire ce qu'elle en est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous souhaitez en tout cas choisir un métier de l'informatique, il va falloir comprendre qu'il y a déjà les gens qui se spécialisent vers la cybersécurité. Pourquoi? Parce que comme aujourd'hui on exploite de grosses quantités de données, il est essentiel de la protéger. C'est protéger la donnée, c'est aujourd'hui le cœur même, le fondement même de tout système de data, parce que sans protection de la donnée, vous êtes responsable de tout de suite. Si par exemple une entreprise un jour se fait attaquer et subit une cyberattaque, elle est responsable de la donnée qui a été donc exploitée lors de cette cyberattaque et va devoir répondre auprès d'un tribunal. Donc la cybersécurité est l'enjeu majeur aujourd'hui lorsque vous souhaitez développer une entreprise, en tout cas autour de la data. Et mais il y a la cybersécurité au niveau défensive, mais aussi offensive. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont essayer de chercher les failles qui existent dans un système pour pouvoir faire une audit et dire aux gens comment la colmater. Mais là-dessus, il y a beaucoup moins de demandes. Il faut comprendre qu'on est plutôt aujourd'hui dans la cybersécurité défensive, dans tout ce qui est marché d'offres actuellement, parce qu'on veut protéger nos infrastructures de données et nos modèles d'intelligence artificielle. Deuxième corps de métier, c'est tous les métiers autour du développement. Et ça, vous avez plein de youtubeurs qui en parlent, vous avez Benjamin Code, vous en avez plein d'autres, qui vous parlent du métier en particulier de développeur front-end, c'est-à-dire des développeurs qui vont vous faire des interfaces jolies, qui peuvent vous donner envie sur un site de cliquer, d'interagir et de faire plein de choses qui sont essentielles lorsque vous voulez mettre en pratique votre code back-end, qu'on verra après, votre code en tout cas vous avez codé, de le mettre en pratique visuellement pour que les utilisateurs l'utilisent. Donc aujourd'hui les développeurs front-end sont essentiels, il faut se comprendre que vous pouvez être freelance assez facilement en développement front-end avec un marché qui est très ouvert. Bon, après les TJM, ce qu'on appelle les taux journaliers moyens, sont relativement bas au niveau des front-end parce qu'il y en a tellement qu'il est facile de trouver des développeurs front-end dans d'autres pays qui sont pas très chers. Sachez qu'en Indonésie ou même en Asie
dit en général même, vous pouvez trouver des développeurs front-end à moins de 100 € de la journée sans aucun problème. Donc aujourd'hui, trouver des développeurs front-end, c'est pas tellement voilà, un souci. Mais dans les métiers du développement, il existe un autre éventail, c'est les développeurs back-end. Les développeurs back-end sont des développeurs qui vont donc eux vraiment travailler sur l'architecture du code en back, que vous ne voyez pas forcément, mais qui peut être nécessaire lorsque vous devez développer une application, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les développeurs back-end et les développeurs donc front-end, on leur demande souvent d'être un peu quand même interdisciplinaires, j'ai envie de dire, dans ces deux aspects, c'est-à-dire d'avoir une interaction quand même dans la façon dont ils vont développer un code en back et en front, c'est-à-dire savoir faire le lien entre les deux convenablement et coder correctement en back ou en front, un minimum dans les deux cas. Donc le front-end, c'est tout ce qui va être interface utilisateur, si vous voulez. Le back-end, ça va être tout ce qui vous ne voyez pas, qui est donc le code en arrière et qui est donc pas l'interface utilisateur, mais le code en amont. Et souvent, entre les deux, vous avez le développeur full stack, qui est le développeur qui touche un peu à tout et qui essaye de surtout répondre à un besoin bien spécifique auprès de plusieurs clients. Et le développeur full stack, il essaie de spécialiser souvent dans l'un des deux, en tout cas des deux camps, entre le back et le front. Et derrière tout ça, donc, il existe donc plein d'autres métiers, le data engineer, le machine learning engineer, le data scientist, qui sont des métiers liés à la data. Et ces métiers liés à la data, ce sont des gens qui se sont spécialisés autour de ce domaine, soit à partir des mathématiques, comme dans mon cas pour les data scientists souvent, en tout cas on a souhaité passer par là, soit à travers l'informatique directement et rester dans le côté informatique pour les data engineers, soit des gens qui ont décidé de faire un peu les deux en faisant le métier de machine learning engineer, qui sont un peu les monstres à mes yeux de ces métiers. Donc voilà les différents types de métiers dans l'informatique. Ensuite, à partir de là, il faut comprendre quel est le quotidien de ces différents métiers. Le quotidien de ces différents métiers peut être varié, c'est-à-dire qu'un développeur ou quelqu'un de la cybersécurité ou quelqu'un même qui va développer des logiciels Java, etc. dans des entreprises, ces métiers-là, dans tous les cas, leur quotidien, c'est de travailler sur des projets. Vous avez des projets, vous avez souvent un chef de projet ou un product manager ou quelqu'un qui est responsable à la bonne gestion du projet et à son avancée avec les équipes et qui va essayer de driver tout le monde pour que tout le monde ait des tâches à faire et à réaliser au quotidien pour que ça avance. Dans le métier de data scientist, c'est un peu différent parce que nous avons une part aussi, j'ai envie de dire, de veille scientifique, de recherche. Aujourd'hui, les technologies en intelligence artificielle évoluent énormément vite, donc on a la responsabilité aussi d'être à l'affût de ces avancées technologiques et d'être même avant-gardiste sur ce qui peut se faire et tenir au courant, bien sûr, nos supérieurs, les gens avec qui on travaille dans une entreprise pour le faire. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'un développeur, il n'est pas juste en train de coder et faire les tâches qu'on lui demande, il est aussi là en constante formation sur lui-même pour essayer d'être à l'état de l'art sur ce qui se fait. Aujourd'hui, il existe des frameworks de plus en plus élaborés. Par exemple, avant, pour créer des pointeurs API, voilà, on utilisait beaucoup Fast API parce que c'était rapide, pratique, etc. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui utilisent Django, qui est un peu nouveau et qui, enfin pas nouveau, il est ancien, mais qui a été remis à jour et qui permet d'avoir davantage de fonctionnalités. Et ensuite, pour les interfaces, en tout cas front-end, pour les data scientists, on utilisait au départ en Python beaucoup de front-end comme Tkinter qui sont abominablement chiants à manipuler. Et aujourd'hui, on utilise de plus en plus de nouveaux outils comme Streamlit qui permet d'aller un peu plus vite. Tous ces outils-là, qui existent en tout cas dans le développement informatique, sont des outils sur lesquels il faut se former constamment. Quand vous regardez Langchain est un framework Python open source qui change de version de V0.1, 0.2, 0.3 depuis plusieurs mois, et à chaque nouvelle version, ça change totalement la façon dont on utilise ce framework, et c'est important d'être tenu à jour de ces mises à jour et de savoir les utiliser. Donc vous voyez que le métier de data scientist, il n'est pas juste on se la coule douce, on code et basta, non, en constante formation, il faut se tenir au courant de tout ce qui se fait, et il faut être à l'affût de la façon surtout dont on peut réaliser nos projets. Donc quel est notre quotidien? Mon quotidien, moi par exemple, c'est très simple, c'est le matin, je me lève, j'essaye d'avancer un peu sur mon projet, je fais un point avec un ou deux collègues dans la journée, donc un point en disant là ce que j'ai fait ou j'ai avancé. Je vais voir un autre collègue lui disant toi j'aimerais bien, voilà, j'ai fini ma tâche, j'aimerais bien que tu avances de ton côté sur ça. Donc on échange constamment avec des collègues pour que le projet avance. Ensuite, on va essayer de préparer des présentations, des restitutions de nos avancées à nos équipes pour partager la connaissance et essayer d'avancer ensemble sur ce qu'on a réalisé. Et on va faire des points aussi avec des supérieurs pour dire voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet, où ça en est sur les autres projets qu'on a laissés en stand-by, essayer de voir ce qu'on peut faire. Il y a ce projet-là, par exemple, on pourrait avancer, faire ci, ça. Là, pareil, on me dit qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on peut faire une amélioration? Voilà, on essaye de partager, de brainstormer et d'aller surtout le plus en avant possible sur tous les projets informatiques qu'on mène ensemble dans une entreprise. La finalité, c'est que on fait à la fin des points ensemble où on regarde un peu voilà, le projet qu'on a réalisé, on le partage à des équipes, on le fait tester et on essaye de prendre les feedbacks qu'on a, d'améliorer l'outil et surtout voilà, de le présenter à un maximum de monde de l'entreprise parce que voilà, il est abouti. Donc ça, c'est un peu mon quotidien aujourd'hui dans mon entreprise, à faire avancer des projets, créer des outils d'intelligence artificielle à la pointe, le montrer aux équipes, récupérer les feedbacks, améliorer ces outils,
passer sur d'autres projets, etc., etc. Et le partager aussi à mes équipes pour que tout le monde ait la connaissance de comment on réalise un tel projet, pour qu'on avance tous main dans la main. Donc aujourd'hui, pour réaliser en tout cas tous ces projets, que ce soit en informatique, data science, en développement, etc., il faut passer par des années d'études. Pourquoi? Parce que dans ces années d'études que vous avez en licence master, vous allez acquérir plein de connaissances essentielles en développement. Est-ce que c'est nécessaire de faire des études pour ça? Vous allez me demander, est-ce que je peux arrêter l'école et apprendre ça tout seul? La réponse est difficilement, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites l'école, lorsque vous allez à l'école, lorsque vous faites des études, en tout cas, vous allez apprendre une masse de connaissances assez grosse, qui est bien spécifique en tout cas à ce qui se fait aujourd'hui, et qui vous permet aussi de pratiquer via des travaux pratiques, mais aussi des stages, via même des apprentissages, pour justement mettre en pratique tout ce que vous apprenez dans ces écoles. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut se détacher totalement de l'école pour devenir en tout cas un informaticien de talent? Difficilement. En cybersécurité un peu plus peut-être, parce que la cybersécurité est un domaine que je trouve beaucoup plus ouvert et pas beaucoup plus accessible, attention, parce que c'est aussi compliqué que le code, mais beaucoup plus ouvert sur la connaissance, sur l'accessibilité de la connaissance qu'en data science ou qu'en développement. Mais vous avez en tout cas en cybersécurité un peu plus de chances de formation et de choix de choses ouvertes sans passer par les études, qui vous permettent de vous former à moindre coût facilement en cybersécurité. Mais c'est à vous, je pense, de choisir tout ça. C'est pas à moi, mais voilà, réfléchissez-y. Et moi, donc, ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez être formé un peu donc sur comment développer par exemple un petit outil d'intelligence artificielle avec moi, ce que je vous propose, c'est assez simple. Donc c'est une petite formation, si vous voulez. On peut se faire une petite formation pour ceux qui sont intéressés. Je sais pas encore sur quel ordre ça va se réaliser, donc ça aura un coût parce que mon temps c'est de l'argent, mais ça aura un coût moindre. Ça sera pas 1000, 2000 euros. Voilà, si je dois vous former sur un outil. Mais voilà, je sais pas comment ça va se faire pour le moment. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement aller dans la description, remplir le Google Form, mettre votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Je retiens ça, je le mets de côté pour le moment. Et en 2025, je verrai ce que je peux vous proposer pour vous aider, vous former sur comment développer par exemple une application d'intelligence artificielle performante en utilisant donc l'IA générative. Voilà, LangChain, OpenAI, vous formez là-dessus. J'ai déjà fait des vidéos de formation là-dessus. J'aimerais bien essayer de les réexploiter au mieux pour vous. Ça aura pas un coût très cher. Ça sera à vous de me dire dans le Google Form d'ailleurs le coût que vous pensez que ça peut valoir. Moi, mais voilà, j'essaierai d'en faire en sorte que ça ne vale pas des 1000 et des 100 comme les formations data science. Faut faire attention. Aujourd'hui, on critique beaucoup le coût des formations en data science. On dit ah c'est cher, 1000, 2000, 3000 euros, 5000 euros. Bah oui, mais en fait, si vous allez sur les sites voilà, de formation du gouvernement avec le CPF, vous allez voir que c'est le coût. C'est une formation, ça coûte cher parce que ça demande de la main d'œuvre, ça demande du temps, de la préparation. La personne qui a fait cette formation, elle a passé des heures dessus. Donc ça a un coût tout ça. Il faut comprendre que c'est normal que ça soit cher. Une formation que ça coûte 1000, 2000 euros, moi ça me choque pas. Voilà, moi je vous la proposerai à moindre coût parce que j'ai un travail à côté et que j'ai fait ça sur mon temps, j'ai envie de dire libre. Donc ça me dérange pas. Donc il y aura pas la qualité de quelqu'un qui a passé tout son temps là-dessus, mais il y aura une qualité quand même d'un data scientist qui sera présent. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à remplir ça en description. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Laissez un like, un petit commentaire et ciao.